François Hollande, sous un déluge de pluie, l'image a fait le tour du monde. C'était le jour de son inauguration comme président de la République. Était-elle prémonitoire, cette image d'un président en proie aux éléments? Il y a un an, la France de gauche était en fête. Un petit air de 1981 sur la place de la Bastille. Après 17 ans de présidence de droite, François Hollande était élu et son slogan était chanté à tue-tête. Les Français, quand ils entendaient le changement, c'est maintenant, ils espéraient du changement sur le plan de leur vie quotidienne, sur le plan des questions microéconomiques et des questions sociales. C'est là où on a le sentiment que le bas blesse. Un an plus tard, en effet, rien ne va plus. Le chômage a battu le niveau record de 1997. La France ne sort pas de la crise. François Hollande n'a pas connu de lune de miel avec les Français et 76% d'entre eux se disent déçus de son action. Les pertes d'emplois ont été particulièrement sévères dans le secteur automobile. Les manifestations de colère des salariés menacés parfois violentes, comme sur ce site de Goodyear en mars dernier. Pourtant, le gouvernement tente de prouver qu'il agit. Alors que le président affiche une sérénité immuable, martelant qu'il a un cap et qu'il s'y tient, Matignon dresse sur son site le bilan des 60 engagements pris par le candidat Hollande et l'état d'avancement du dossier. Au total, une trentaine de mesures déjà accomplies en faveur de l'épargne, des PME, de l'emploi, de la politique familiale, passées relativement inaperçues comparé à l'engagement 31, ultra médiatisé tant il a divisé la société française, l'adoption du mariage pour les couples homosexuels. Une victoire sociale indéniable pour les électeurs de gauche. Un mauvais pas au mauvais moment pour les autres. Une année marquée aussi par l'affaire Cahuzac. La faute et le mensonge du ministre du Budget vont ternir le gouvernement et la République exemplaire qu'avait voulu le président. La crédibilité de son équipe est entamée. C'est finalement hors frontières que le président s'en sort le mieux. Moins conciliant avec Angela Merkel, il parvient à faire entendre ses convictions en Europe et même à faire des émules sur la croissance avant l'austérité. Quant à l'opération au Mali, où il sera reçu en héros au mois de février, c'est sans doute la seule action que les Français ne lui contestent pas. Vous avez écrit que François Hollande a gagné les élections par son prudence, son calme, sa froideur des joueurs d'échecs. Mais maintenant, sa prudence est devenue un handicap. Pourquoi? Parce que la situation est une situation de tempête. Et dans la tempête, il faut réagir de manière extrêmement énergique. Or, François Hollande, il mène une politique social-démocrate raisonnable. Il a un programme de réforme qu'il fait l'une après l'autre. Et il a un discours qui évite de dramatiser. Mais alors du coup, les gens se disent, mais il ne comprend pas que la situation est dramatique. Et je crois que c'est une des raisons principales pour lesquelles il est impopulaire. C'est pas qu'il fait des choses choquantes ou qui heurtent le sentiment des gens, mais c'est parce qu'il donne l'idée d'un pouvoir qui n'a pas pris la mesure des épreuves. Et donc, il est injustement attaqué parce que sa politique n'est pas si mauvaise. Mais la manière dont il la met en scène, elle, est mauvaise. C'est-à-dire qu'elle est low profile. Est-ce que le gouvernement pourra rebondir ou c'est François Hollande qui rebondira quand il changera de gouvernement? À mon avis, l'équipe actuelle est trop large. Il y a beaucoup de ministres que personne ne connaît. Donc il ne serait pas là, ce serait pareil. Donc il faut une équipe beaucoup plus resserrée, avec des personnalités fortes, avec le même Premier ministre, parce que c'est difficile de changer de Premier ministre au bout d'un an, parce qu'après il reste encore 4 ans, donc on ne peut pas changer de Premier ministre tous les ans. Mais l'équipe France doit être resserrée, premier point. Deuxième point, il faut qu'il y ait un certain nombre de réformes de structure qui soient lancées maintenant, quitte à ce que leurs effets soient retardés. Donc là, je pense qu'il est possible de dire, voilà, la France a décidé de faire des réformes difficiles, nécessaires, par exemple la réforme de l'État, par exemple la réforme des retraites, en échange de quoi on desserre un peu le carcan de l'austérité. Vous êtes l'historien de la gauche caviar. Est-ce que le scandale Cahuzac s'inscrit dans cette histoire? Est-ce qu'il deviendra un chapitre important de l'histoire de la gauche caviar? Ah oui, ça a compté, parce que ce qu'on appelait la gauche caviar, ce sont des gens qui sont honnêtes, sont riches, sont à gauche, donc ils apportent à la gauche l'aide
de leur puissance financière d'une part, et puis de leur présence dans l'establishment. Une partie de l'establishment est avec les classes défavorisées. C'est ça la gauche caviar. Elle a dérivé depuis 10 ans, sous l'emprise de l'économie financière, de la spéculation et en partie de la corruption. Et donc l'exemple de Cahuzac, ça veut dire quelqu'un qui est chargé de mener une politique d'extrême rigueur et qui a un compte en Suisse, qui fraude le fisc. Certains sondages disent que si on votait aujourd'hui, François Hollande n'arriverait pas au deuxième tour. Croyez-vous à un scénario 2017 avec Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen au second tour? Ça n'est pas impossible. Ça n'est pas impossible si la situation ne se redresse pas, si le chômage continue d'augmenter et si la situation sociale reste aussi mauvaise. Alors c'est dans 4 ans, alors on est un peu dans la politique fiction là. Mais partout en Europe, vous avez des partis anti-système qui progressent. Le seul point qui peut empêcher ça, en dehors d'un redressement économique, c'est que, connaissant ces sondages, toute la gauche se coalise autour d'un seul candidat pour éviter le désastre qui avait été celui de Jospin en 2002.